Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça se passe bien également. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas un bon Noël déjà, et puis que les choses se préparent bien pour le nouvel an. On est parti donc pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques, un peu plus court peut-être que les précédents, juste pour vous parler un petit peu de mon vécu par rapport à comment ça marche les séminaires et les conférences de recherche en mathématiques. Voilà donc l'objectif d'aujourd'hui. On est parti. Bien, alors les séminaires et conférences de mathématiques, comment ça marche? Alors j'ai eu l'occasion à quelques reprises donc de donner des exposés ou même des posters pendant des séminaires et conférences. Il y a déjà une liste que vous pouvez voir sur mon site web directement dans la partie recherche. Mais je voulais juste vous raconter un petit peu de comment ça marche, comment ça marche un séminaire, comment ça marche une conférence, et puis vous dire les 2-3 choses qui peuvent être intéressantes à savoir si toutefois ça vous intéresse de faire de la recherche en mathématiques ou si c'est simplement par curiosité. Un séminaire de mathématiques, c'est souvent, on va dire, une espèce de rendez-vous hebdomadaire qui se fait dans chaque labo de mathématiques. Chaque labo a son jour, a son heure. Et en fait, ces séminaires, c'est le moment où on invite un autre chercheur, pas forcément quelqu'un du labo, ça peut être quelqu'un du labo, mais c'est plus généralement quelqu'un de l'extérieur, un ami ou un collègue de quelqu'un du labo. Et puis cette personne va venir donner un exposé, donc il peut venir de très loin, ça arrive des fois même récemment, je me souviens là en début décembre, à Amiens on a ramené quelqu'un qui venait des États-Unis. Donc voilà, ça arrive assez souvent que des chercheurs viennent de loin pour tel ou tel séminaire. Bien sûr, en général, ces gens qui viennent de loin ont prévu d'autres choses à faire en France, mais généralement ils sont invités aussi dans ce but-là, et même en étant loin. Et pendant une heure, ils vont raconter ce qu'ils font en recherche. Alors pour le raconter, ils vont essayer de le raconter de la manière la plus pédagogique possible. Donc c'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de réintroduire les objets avec lesquels ils travaillent, de les réintroduire comme si on parlait à quelqu'un qui ne connaît pas forcément le domaine, et puis petit à petit amener à ce qu'il fait dans sa recherche, et ensuite amener à ses résultats. Donc le but du jeu de la personne qui expose en séminaire, et c'est valable également en conférence, c'est d'essayer d'amener le résultat ou les résultats intéressants qu'il a pu produire par rapport à telle ou telle thématique, et qu'il a pu produire de préférence récemment, ou de préférence quelque chose qui est lié avec ce que fait peut-être le laboratoire dans lequel on expose. Et donc, son but, c'est d'essayer d'amener, en donnant d'abord des définitions, ou rappelant des définitions, en essayant de donner des exemples quand cela est possible, et puis petit à petit amener à les notions importantes pour donc amener le résultat, et ce en une heure. Donc généralement, les personnes qui font ces séminaires en effet ont une heure. C'est probable que pour d'autres séminaires, c'est moins d'une heure, ça peut être 50 minutes parce qu'on veut garder un peu de temps pour les questions que peuvent avoir l'auditoire. Mais essentiellement, voilà, c'est un exposé pendant un peu moins d'une heure d'une personne qui parle de ses recherches et qui cherche à faire comprendre ce qu'il fait dans ses recherches. Alors ça arrive très souvent que les autres personnes du labo, il y a peut-être 2 ou 3 personnes dans, disons, un public de 20 à 30 personnes. Dans un public de 20 à 30 personnes, il peut y avoir que 2 ou 3 personnes qui vont comprendre ce que raconte entièrement le chercheur invité. Généralement, le collègue qui l'a invité, et puis peut-être 2-3 autres personnes qui ont touché suffisamment la chose pour comprendre de quoi il s'agit. Mais très souvent, donc le reste du public vont essayer de saisir des idées, vont essayer de comprendre au moins le début, et le but souvent aussi de la personne qui expose, c'est d'essayer d'être le plus compréhensible possible pendant les 10 à 15 premières minutes de son exposé. Ils vont essayer de saisir des idées, et certaines de ces idées peuvent permettre d'aider à ses propres recherches à soi-même. Donc parfois il y a des idées qui, amènent à une thématique sur les groupes, disons, théorie des groupes, et cette idée de théorie des groupes peut peut-être servir pour d'autres gens qui font de la géométrie algébrique, par exemple. Donc c'est essentiellement de la saisie d'idées, pour les personnes qui écoutent, c'est de la saisie d'idées, de choses qui peuvent être intéressantes par rapport à ce qu'on fait individuellement comme en groupe, parce que bien sûr on a aussi chacun nos groupes de travail de notre côté, par rapport à ça, souvent c'est juste une saisie d'idées par rapport à ce que va raconter la personne.
Et puis il y a une période de questions. Alors, il est vrai que pendant les exposés, il n'est pas nécessairement interdit de poser des questions pendant l'exposé, mais ça peut dépendre des pays, et ça peut dépendre aussi du laboratoire, ça peut dépendre aussi du type d'exposé, parce que bon, il y a des laboratoires dans lesquels on pose directement des questions pendant même l'exposé, sans aucun problème, sans aucune gêne, et il y en a d'autres où on essaie de s'abstenir jusqu'à la fin de l'exposé. Donc par exemple dans certains pays, notamment la Chine, on invite fortement à ce que la personne qui expose ne soit pas perturbée pendant son exposé, et donc ça signifie que personne ne peut poser de questions pendant son exposé. C'est à elle ou à lui de se débrouiller. C'est la personne qui expose qui doit se débrouiller au maximum pour faire comprendre ce qu'il a à faire comprendre, et même si elle s'embourbe ou il s'embourbe, eh bien, il faut qu'il se débrouille tout seul. On n'est pas censé intervenir pendant tout son exposé. Par contre, il y a aussi d'autres types d'exposés. Donc, quand on fait des exposés, par exemple, en combinatoire, eh ben là, ça arrive très 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 fréquemment d'avoir plein de questions pendant son exposé. Vraiment, pour ainsi dire, limite les 2-3 premières slides, on peut se retrouver avec 5 ou 6 questions comme ça à la volée pour être sûr d'avoir compris de quoi il s'agissait. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des univers peut-être plus ou moins différents, suivant dans quel pays on se trouve, suivant dans quel laboratoire on se trouve. Mais voilà, en tout cas le principe il est là. L'idée c'est le chercheur doit essayer de faire comprendre un maximum ce qu'il a fait dans ses recherches récemment, et doit être le plus pédagogique possible, notamment pour les premières minutes. À bout d'un moment, c'est tout à fait normal que une grande partie du public n'arrive pas à suivre, parce que on arrive à des sujets tellement pointus que il y a que les spécialistes du domaine qui peuvent comprendre. Et pour les conférences, c'est un peu le même genre de truc. Alors les conférences, c'est des moments, ça peut être dans l'année, ça peut être dans le mois, parce que ça dépend totalement de la périodicité de ces choses. Généralement, les conférences, ça se fait plutôt à l'année. Les conférences, l'idée c'est de rassembler tous les chercheurs à un endroit, tous les chercheurs spécialistes d'un domaine à un endroit, et pendant quelques jours, voire une semaine, on va avoir une suite d'exposés, de séminaires, un peu comme en séminaire, mais d'exposés. Alors il peut y avoir des exposés vraiment de recherche, comme on le fait en séminaire, mais il peut y avoir des exposés qui ont pour but de faire apprendre quelque chose. Donc on a des exposés qui sont sous la forme de leçons, donc qui peuvent être de 4 à 5 leçons, disons. Et pendant ces 4-5 séances, on va apprendre des nouveaux objets. Donc récemment, là, à Marseille, au CIRM, j'avais pu suivre des exposés autour des algèbres amassées et de l'amplituèdre, par exemple. Ça, c'est des sujets de recherche récents qui se font actuellement, et ces sujets de recherche, on a besoin de plus en plus de gens qui s'y intéressent, et pour cela on propose des cours, en milieu des conférences on peut proposer des cours qui vont vers cette direction. Donc là il y avait un cours autour de ça qui était très intéressant sur 4 séances si ma mémoire est bonne. Et voilà, donc ça joue pas mal avec ce truc là, ça joue pas mal avec les algèbres et la combinatoire. Il y avait un autre, juste pour donner un autre exemple, un autre sujet qui était proposé au CIRM, c'était les infinies catégories exactes. Donc ça c'était aussi une leçon qui était proposée, beaucoup plus algébrique, beaucoup plus théorie des représentations de Carquois, même sans forcément parler de Carquois d'ailleurs, on peut faire juste de l'algèbre. Et voilà, donc c'était un sujet assez intéressant aussi. Pareil, c'est souvent en conférence, c'est des cours ou des leçons, on va dire, de sujets de recherche très très récents. Tellement récents que des fois il y a des mots de vocabulaire qui ne sont pas encore tout à fait au point, et puis il faut essayer de se faire comprendre un maximum par rapport à tel ou tel vocabulaire ou tel objet qu'on manipule. Donc c'est pas un exercice facile pour la personne qui prépare ses cours, et puis c'est pas non plus un exercice facile pour les personnes qui suivent. Et donc l'intérêt de ces leçons, c'est d'essayer d'apprendre, et peut-être d'apprendre à manipuler ces choses dans le contexte de ses propres recherches. Et puis voilà, comme je l'ai dit, il y a des exposés de recherche. Alors ça peut arriver aussi que pendant les conférences, on propose aussi des sessions de posters. Alors les sessions de posters, ça marche comment ? En fait, donc à la suite de candidatures et puis des échanges avec les organisateurs, on peut être invité, au lieu d'exposer ses recherches, on peut être invité à faire un poster. Donc un poster, c'est une feuille A1, je peux vous donner un exemple d'ailleurs. Juste pour vous donner une idée, voilà à quoi ça peut ressembler, un poster, c'est une énorme feuille A1, sur lequel on cherche à exposer ce qu'on fait en recherche. D'accord, donc on essaie de faire comprendre un maximum de ce qu'on fait en recherche à travers ce papier. Et l'idée, c'est que y a des gens qui vont passer
pendant peut-être les pauses café ou des choses comme ça, qui vont être intéressés par plusieurs thématiques autour donc des posters qui sont proposés. Et donc les gens qui ont des posters, ils devront essayer de venir voir les gens qui sont intéressés, leur raconter une petite histoire de 5 minutes généralement. Et s'ils ont des questions, essayer d'y répondre pour leur donner des idées peut-être par rapport à ce qu'on est en train de faire ou des choses comme ça. Donc là voilà, l'idée de ces posters, c'est de faire beaucoup de dessins, comme vous pouvez le constater, j'ai fait beaucoup de dessins. Et d'essayer de faire comprendre un maximum à travers ces dessins, parce que il y a du texte, c'est bien, c'est intéressant pour ceux qui veulent juste lire le texte. Et normalement on peut aussi comprendre juste en lisant le texte. D'ailleurs vous remarquerez qu'il est écrit en anglais, et ça c'est normal, parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est la langue de communication qu'on utilise fréquemment en recherche. Vous l'aurez compris, la langue de communication importante en recherche, c'est l'anglais. Donc évidemment, mon poster était écrit en anglais. Si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil plus précisément, vous pourrez aller jeter un œil à un lien que j'aurai laissé en description pour voir un peu plus de quoi il s'agit, donc le poster que je vous ai montré. J'en ai un autre également, je ne veux pas m'amuser à le montrer, mais j'en ai un autre que j'ai fait quelques années auparavant, que vous pouvez retrouver sur mon site directement sur les exposés. Mais voilà, donc l'idée de ces posters, c'est vraiment des grandes feuilles A1 qui sont posées à tel ou tel endroit et soit souvent c'est souvent posé dans les salles où on prend du café ou des salles de discussion, etc. Et c'est à ces endroits-là où il y a des gens qui vont juste comme ça zioter, lire un petit peu de quoi il s'agit, et puis s'ils sont intéressés, ils vont venir poser des questions à la personne qui a proposé le poster. Donc j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns, et c'est aussi très intéressant comme principe, parce que là on n'est pas dans un cadre d'exposé comme je l'ai dit précédemment, on est dans un cadre vraiment où c'est les personnes qui viennent voir, on a peut-être un mini exposé qu'on a plus ou moins en tête par rapport à ce qu'on veut raconter sur le poster, mais c'est pas un exposé très long, et l'idée c'est vraiment si les gens sont intéressés, ils lisent et puis ils peuvent poser des questions. Il y a des références sur les posters s'ils veulent aller voir les articles. Ça par exemple c'est très important quand on donne un exposé ou quand on donne un poster, de vraiment mettre des références. Donc de mettre des références par rapport à telle ou telle thématique qu'on est en train de raconter. Si on a des définitions qui sont peu classiques, ça peut être important de préciser d'où viennent les idées de ces définitions, comment ça s'est construit, et donc pour donner ces origines-là, il faut donner les articles d'où ça vient. Et voilà, donc c'est important de mettre des références, d'en parler. Donc quand on commence à parler d'objets, moi par exemple, quand je vous parle d'algèbre aimable, je suis censé vous parler d'Ibrahim Hassem par exemple, ou des noms de ce type-là, Andrei Skowronski. Bon, j'ai toujours du mal à bien l'énoncer, donc je vais le mettre certainement quelque part sur l'écran. Mais ce sont des références importantes parce que c'est eux qui ont introduit ces objets-là dans tel ou tel but, notamment des questions combinatoires ou même chercher à répondre à des questions algébriques. Donc voilà, donc c'est important de mettre en avant d'où viennent les idées de tel ou tel résultat, donc d'où viennent en tout cas les premières définitions importantes à comprendre, et puis petit à petit amener au résultat que l'on souhaiterait exposer. Et faut savoir que ces références ont aussi une grosse importance pour les personnes qui apprennent, qui commencent à rentrer seulement dans la recherche, parce que ces gens-là, ils connaissent peut-être pas grand-chose, voire même très peu de choses, et donc pour se former, ils vont avoir besoin de regarder les références, et donc de se poser sur des références presque de base, donc souvent des bouquins ou des choses comme ça, qui parlent de telle ou telle thématique, comme je l'ai fait pendant ma M2 de recherche, où je vous avais montré un bon tas de bouquins. Parmi ces bouquins, il y a des bouquins qui sont vraiment importants, notamment Enumerative Combinatorics 1 et 2 de Richard Stanley, qui sont très importants quand on veut se lancer dans la combinatoire. Donc il y a vraiment des références incontournables suivant tel ou tel sujet, et donc c'est important de les citer quand on parle dans un exposé de quelque chose qui est en lien avec tel ou tel objet dans les premières définitions, et ça peut être encore plus important dans les articles, bien sûr, quand on commence à mentionner des choses en recherche qui sont en lien avec ces bouquins-là. Donc voilà, c'est ça le principe des séminaires et des conférences. L'idée c'est que on commence à exposer des idées de choses qu'on a peut-être commencé à manipuler, dont on a déjà des résultats qui sont en cours d'écriture ou pas forcément, qui commencent à juste émerger. Par exemple des sujets de mémoire, ça peut marcher, un sujet de mémoire. Mon premier séminaire, juste pour vous donner cette petite anecdote, mon premier séminaire de recherche c'était à Amiens, au séminaire doctorant, et j'avais parlé de mes recherches en M2, donc ce que j'avais fait pendant ma maîtrise deuxième année là, avec ces histoires d'accordéon et tout ça, et puis c'était vachement intéressant. Alors ça m'avait beaucoup stressé parce que au moment où je suis arrivé, on m'a posé la question est-ce que j'avais préparé mes slides en anglais, et je me suis dit non, je pensais que je devais faire l'exposé en français. Enfin bon, bref.
Petite anecdote rigolote, mais voilà, ça m'avait beaucoup plu de donner cet exposé au séminaire doctorant, de d'ailleurs me faire un peu connaître parmi les doctorants qui étaient à ce moment-là présents. Et puis voilà, ça m'a donné aussi cette envie de continuer, donc en plus de faire la recherche, de continuer à faire de la recherche. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de conférences, même à l'étranger, notamment une grosse conférence internationale à Buenos Aires et Montevideo, qui était vachement cool. Donc il y avait une partie vraiment d'apprentissage appelée workshop où on apprenait des leçons, donc c'était à Montevideo pendant une semaine. Et la deuxième semaine qui se faisait à Buenos Aires, c'était beaucoup plus la partie conférence où là on donnait nos exposés et j'ai d'ailleurs donné un exposé là-bas. Donc voilà, c'était une chouette expérience ça par exemple. Et voilà, c'est l'occasion de voyager aussi, parce que évidemment la recherche, si on veut parler à d'autres chercheurs qui sont dans le domaine, on va pas forcément en trouver à tous les coins de rue. Si on veut parler un peu à tout le monde, il faut bouger. Et il faut vraiment voyager et donc aller aussi loin que là, comme je viens de vous donner comme exemple, aller en Argentine ou aller en Uruguay. Donc c'est vraiment c'est vraiment des choses pas faciles. Donc ça veut dire qu'il faut gérer aussi le trajet, le voyage. Il faut bien se douter qu'il y a des questions de visa qui peuvent se poser. Par exemple, je donne un autre exemple. Mon encadrant, par exemple, a eu des difficultés à obtenir un visa pour se rendre en Inde, parce qu'en plus il était organisateur de cette conférence, afin d'assister donc à la conférence FPSAC. Donc c'est une conférence de combinatoire qui se tenait en Inde cette année-là, donc en 2022. Et il a fallu attendre quasiment la dernière semaine pour qu'il ait enfin un visa pour se rendre en Inde. Donc ça a été très 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 compliqué, alors que il s'y était pris largement en avance. Et bien même en s'y étant pris en avance, ça a été très compliqué d'avoir les visas. Moi-même, il y a eu quelques petites difficultés, par exemple pour se rendre en Uruguay. Il a fallu avoir un visa pour ça, mettre en place, remplir des 2-3 documents importants, et puis voilà, il fallait attendre que les documents soient traités, que les choses soient faites, et voilà. Donc c'est pas toujours évident de voyager aussi loin. En plus, bien sûr, des histoires de prix. Alors je vais vous en parler un petit peu parce que je pense que c'est important. Mais quand on se déplace pour faire de la recherche, généralement il y a un déblocage de fonds qui se fait. Donc soit venant de mon encadrant, ça a arrivé quelques fois que c'était mon encadrant directement, mais ça peut être des bourses de recherche qui sont décernées juste pour pouvoir se déplacer à telle ou telle conférence. Donc on peut avoir des sous qui vont être donnés pour pouvoir se déplacer de tel ou tel endroit. Des fois même, si on est invité à une conférence, souvent tout est payé pour nous. Donc une conférence ou un séminaire. Donc des fois, ça m'est déjà arrivé de me rendre à des séminaires, notamment à Strasbourg ou à Dijon, où on m'a tout payé. On m'a payé le trajet, on m'a payé l'hôtel, et puis voilà, et puis la bouffe aussi, bien sûr, le repas quoi. Donc c'est pour vous dire que voilà, la question d'argent, c'est pas toujours une question évidente à traiter, ça c'est sûr, mais c'est aussi une question qui, voilà, il faut s'y prendre en avance, souvent quand on veut faire des déplacements pour la recherche, et c'est là où on doit faire des demandes de bourse et tout ça. Je pense que je vous en reparlerai davantage quand je vous parlerai du doctorat en lui-même, parce que ça sera le prochain numéro, normalement, si tout va bien, on croise les doigts. Mais voilà, donc c'est juste pour vous dire que faire de la recherche, en tout cas aller donner des séminaires ou des conférences, c'est pas quelque chose de très simple déjà pour s'y rendre. Et puis après c'est une question de comment on veut exposer de la recherche, et généralement on cherche à être le plus pédagogique possible, parce qu'on imagine que les gens qui nous écoutent, il y en a qui connaissent, il y en a des spécialistes, et puis il y a aussi des gens qui ne connaissent absolument rien, et donc faut essayer de toucher un peu tout le monde au début de son exposé, puis petit à petit rentrer dans le sujet et vraiment pouvoir donner les résultats importants liés à des trucs récents qu'on a fait de notre côté, donc des articles ou des choses comme ça. Bon voilà, je pense avoir dit le nécessaire pour ce numéro d'une vie de mathématiques, je vous l'avais dit, il sera court. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par la vie de chercheur en mathématiques, ou voire même juste savoir un tout petit peu comment ça peut marcher, des séminaires ou conférences, parce que ce que je viens de dire là, c'est aussi valable pour d'autres types de recherche comme la physique, comme les maths appliquées bien sûr, et comme bien sûr d'autres trucs de sciences. Je suppose que pour la biologie, il y a aussi des conférences, des séminaires qui se font. Donc le fonctionnement que je viens de donner avec ces séminaires conférences, c'est un fonctionnement qui marche également pour d'autres thématiques, pour d'autres matières scientifiques. Donc vraiment, c'est pas juste mathématiques quand même. Faut quand même être un peu large d'esprit là-dessus. Bref, donc n'hésitez pas à partager s'il y en a qui peuvent être intéressés. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode. Comme d'habitude, je vais me planter. Ici, c'est pour me soutenir.
Ici, c'est pour s'abonner. Et encore une fois, je le rappelle, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez avoir les dernières nouvelles concernant la chaîne. 2 nouvelles vidéos vont se proposer à vous. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Salut à tous!